dédié aux évolutions normatives impliquant la mise à jour de la NFEN 206/CN qui désormais s'appellera la NFEN 206 plus 2A/CN. Plus A2. Oui, plus A2. Tu as raison. Donc, désolé pour ce petit contretemps. J'espère que d'autres participants vont continuer à nous rejoindre, mais on va démarrer. Petit rappel pour mon fonctionnement du webinaire, on coupe bien ses micros lorsqu'on n'a pas la parole. Pensez à lever la main lorsque vous souhaitez prendre la parole et puis bien utiliser le chat dans le mode conversation si vous avez des questions, sachant qu'un temps d'échange sera programmé à chaque intervention. Donc, à chaque intervenant, on fera une petite pause et vous pourrez poser vos questions à l'intervenant. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire. Bien, donc bonjour à tous. Alors, pourquoi ça ne veut pas défiler? Voilà. Ah, voilà. Donc, je vais donc vous parler des évolutions du contexte normatif. Alors, c'est tout chaud puisque la norme NFEN 206 plus A2/CN donc, vient d'être publiée. Elle est, comme vous le voyez ici, elle est datée de novembre 2022, bon, même si elle est déjà publiée. Et quand on va sur Cobase, on voit une date de publication au 5 novembre 2022. C'est donc la date de publication officielle. Elle entre donc en vigueur à cette date. Alors, l'une des raisons pour lesquelles la date est un peu décalée, c'est parce qu'on attend encore des documents complémentaires qui vont avec la norme, la 206, donc qui sont notamment le FDP 18480 sur l'approche performantielle, qui devrait également être publié cette semaine. Alors, il faut savoir que, outre la norme, il y a énormément d'évolutions du contexte normatif. Donc, on a rédigé un document donc à l'attention de nos membres qui va reprendre l'ensemble des modifications de ce contexte normatif et réglementaire. A priori, il va être mis en ligne sur notre site Internet dès cet après-midi et on vous communiquera le lien dès qu'il sera mis sur le site. Alors, on va vous présenter aujourd'hui donc les évolutions principales donc qui concernent les ciments. Alors, les ciments, ce sera donc Blandine Albert qui vous parlera donc des évolutions des ciments, alors pas seulement dans la 206, mais aussi dans les nouvelles normes ciments. Ensuite, Sophie de Creuse donc, vous parlera des évolutions pour les granulars cyclés. Et puis, je reprendrai la main pour vous présenter l'approche performantielle et les autres évolutions de la norme. Alors, comme vous l'a dit Estelle, après chaque intervention, vous pourrez poser des questions. Voilà, n'hésitez pas, hein, il faut que ce webinaire soit interactif. Voilà, et je laisse la parole à Blandine, donc, qui va vous présenter les évolutions sur l'utilisation des ciments. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Marc. Alors, je prends la main. Est-ce que vous voyez un slide? C'est tout bon. Super. Voilà, donc la nouvelle version de la norme béton, donc il y a certaines évolutions sur les utilisations du ciment. Parlons tout d'abord de la nouvelle norme NFEN 197-5 qui introduit deux nouveaux types de ciment. Donc cette norme a été homologuée, cette norme a été publiée au niveau européen en mai 2021, a été homologuée par la FNOR en octobre 2021. Donc elle introduit deux nouveaux types de ciment qu'on va appeler CEM2-CM et CEM6. On est en continuité des types de ciment de la norme ciment courant NFEN 197-1. Alors, ces deux nouveaux types, ce sont des ciments ternaires.
dont les constituants, la caractérisation, les critères de conformité, alors bien sûr hors nouvelle proportion, mais les critères aussi donc de conformité chimique et de performance et de critères de suivi de production sont identiques au ciment de la norme NF EN 197-1. Alors pour la petite histoire, c'était des travaux au niveau européen qui ont commencé il y a bien longtemps, en 2006, voilà, avec une justification, en revisitant les domaines de composition autorisés et avec une exploration, une justification de la durabilité de nouveaux liants sur béton. Voilà, donc cette norme n'est pas harmonisée. En fait, au début, ce qui était prévu, c'est qu'elle soit vraiment, qu'elle complète l'EN 197-1. Ça n'avait pas été possible en raison de la position de la Commission européenne par rapport au règlement actuel des produits de la construction. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un blocage administratif pour des raisons juridiques, blocage administratif de la publication de toutes les normes harmonisées. Donc, il a été décidé tout de même de sortir cette norme qui a été donc homologuée par les différents pays, avec et sachant que tous les pays ont le même contenu pour cette norme. Comme ce n'est pas une norme harmonisée, parce qu'elle n'a pas pu être publiée au journal officiel européen, les ciments, ces deux nouveaux types de ciments ne peuvent pas avoir le marquage CE. Voilà, donc vous retrouvez ici le tableau de composition avec les constituants, comme dans la norme EN 197-5, le clinker, l'étieux de fourneau, etc., jusqu'au calcaire. Et ici, donc, voilà la première ligne, les CM2CM, donc un ciment ternaire avec entre 50 et 64% de clinker, et alors pas plus de 2 autres constituants que le clinker, que ce soit donc choisi parmi ces différents constituants, avec des critères sur, par exemple, la fumée de silice. Là, vous voyez les deux petits astérisques qui disent que la fumée de silice, on n'en met pas plus de 10%. Et pour le calcaire, là, vous voyez 3 petits astérisques qui disent qu'on ne va pas en mettre plus de 20%. Concernant les CEM6, ce sont des ciments ternaires qui contiennent forcément du clinker, et également forcément du laitier, donc clinker entre 35 et 49%, laitier entre 31 et 59%, et ensuite un troisième constituant, pouzzolane naturelle, cendre volante siliceuse ou bien calcaire, avec les mêmes, pour le calcaire, les mêmes conditions, avec les 3 petits astérisques qui sont précisés. Alors, le N206, du coup, précise l'aptitude à l'emploi de ces deux nouveaux types de ciment. Donc, pour être utilisé en France, la norme béton précise que, vu qu'il n'est pas possible d'avoir le marquage CE pour ces ciments, les ciments relevant de la norme N197-5 ne pourront pas bénéficier de marquage CE, voilà, doivent respecter les critères de certification de la marque NF, voilà, le règlement de la marque NF, liant hydraulique ou équivalent, s'il existait un équivalent de ce type de référentiel. Alors, également, il y a des précisions, mais des petits détails qui peuvent avoir leur importance, des précisions qui sont données dans l'N206 pour l'aptitude à l'emploi de ces deux types de ciments. Par exemple, en cas d'un CEM2CM contenant que des constituants pouzzolaniques, c'est-à-dire n'importe quel constituant autre que le calcaire et le laitier, il convient de réaliser un essai de pouzzolanicité sur le ciment. Et si le calcaire est utilisé, il faudra que sa teneur en carbonate de calcium, si elle est inférieure à 65%, voilà, il faudra un résidu insoluble inférieur à 4%. Ce sont des précisions donc, que l'on ne retrouve pas dans la norme ciment, mais qui se retrouvent comme exigence sur ces ciments dans la norme béton. Alors, autre évolution concernant l'utilisation des ciments, outre le fait qu'on va pouvoir utiliser des CEM2CM ou des CEM6, voilà, il y a ce nouveau tableau NA10 qui est introduit. Donc, les ciments sont répartis entre deux colonnes, la colonne A et la colonne B. Qu'est-ce qui fait qu'un ciment va se retrouver dans la colonne A ou la colonne B? En fait, ça va être la teneur en addition. Voilà. Et donc, on va retrouver dans la colonne A les ciments qui contiennent finalement le plus de clinker, et dans la colonne B, celles qui contiennent le plus d'addition. Donc, et en fait, ce tableau sert d'aiguillage pour savoir quel tableau de l'annexe NAF de la norme EN 206 il faut appliquer pour ces ciments. Alors, ces différences entre les deux colonnes, en fait, donc lorsqu'on est dans la colonne A, on va appliquer les tableaux NAF1 ou NAF2 lorsqu'on est en préfabrication.
Et lorsqu'on a un ciment dans notre béton qui est le ciment de la colonne B, on va appliquer le tableau NAF3 ou NAF4 dans le cas de la préfabrication. Le cas des bétons d'ingénierie est également précisé dans la même logique dans l'annexe NAF. Alors, qu'est-ce qui change en fait? Les exigences portent surtout sur la classe XC. En fait, il a été donc constaté que les ciments de la colonne B étaient un peu plus sensibles à la carbonatation. Donc, il fallait être plus exigeant sur les rapports O sur C et les classes de mécanique minimum à atteindre pour les classes XOC3 et XOC4. Donc, par exemple, si dans mon béton, j'ai un ciment qui se trouve dans la colonne A, je vais appliquer donc, le tableau NAF1 habituel, par exemple, pour les classes d'exposition XF1 et XOC4. Le rapport eau efficace sur liant équivalent minimum est de 0,6 et la classe de résistance minimale est un C2530 avec un dosage minimum en liant équivalent de 280 kg par mètre cube. Si par contre j'utilise un ciment qui est dans la colonne B, je n'ai pas d'exigence supplémentaire si je vise la classe d'exposition XOC1 ou XOC2. Par contre, si je vise les classes d'exposition XOC3 ou XF1 ou XOC4, ou d'ailleurs XOD1, je dois justifier d'un rapport eau efficace sur liant équivalent de 0,55 et pas de 0,6 et d'une classe résistance minimale C30, C37. Par contre, il n'y a pas d'impact, pas d'incidence sur le dosage en liant équivalent minimum. Voilà, donc là, c'est un changement important qu'il y a dans cette norme. Autre changement important dans l'utilisation et conditions d'utilisation des ciments, c'est le fascicule FDP P18011 qui a évolué. Donc, sa dernière version a été publiée en juin 2022. Donc, pour rappel, ce fascicule définit et classifie les environnements chimiques agressifs. Il apporte les précisions nécessaires pour les classes XA et il fait la recommandation pour la formulation des bétons, notamment dans le choix des ciments et des additions. Voilà. Donc il fournit les recommandations pour la fabrication des bétons destinés à des structures soumises à ces environnements chimiques agressifs, en particulier le choix du ciment. Il fournit également des éléments pour le choix de mesures préventives en complément de la norme béton. Alors, donc, pour rappel, le fascicule reprend le complétant pour les gaz, le tableau qui permet de savoir dans quelle classe d'exposition, quel type de classe d'exposition XA on est selon le milieu, selon l'agressivité du milieu pour des eaux, pour des sols et également pour des gaz. Donc là, il n'y a pas de changement sur cet aspect. L'aptitude générale des ciments est établie pour les ciments couverts par le N197-1 et également, donc sont clairement mentionnés les ciments d'aluminate de calcium couverts par la norme 14647, également les ciments sursulfatés couverts par la norme européenne 15743 plus 1, et du coup sont introduits des nouveaux ciments ternaires de la nouvelle norme EN 197-5 dans le cadre de l'application du tableau 2A. Alors, petite précision, les ciments suivants, donc conformes de l'EN 197-5, peuvent être utilisés dans le tableau 2A. Donc, c'est vraiment par analogie de composition, sont introduits seulement les CEM2CM avec des constituants SDPQV, et ça concerne uniquement les milieux acides et eau pure, ainsi qu'une introduction des CEM6 contenant des pouzzolanes naturelles ou des cendres volantes. Ça évoluera certainement après avec une démonstration de la tenue, selon le cas, à d'autres milieux chimiques agressifs. Alors, l'aptitude particulière des ciments destinés aux environnements spécifiques est établie pour les ciments titulaires d'une caractéristique complémentaire ES pour les eaux sulfatées ou les sels marins, en classe d'exposition XA ou XD, pour les ciments titulaires d'une caractéristique complémentaire PM pour les eaux de mer ou les sels marins en classe d'exposition XS et XD, pour les ciments SR conformes à l'EN 197-1 avec, dans le cas particulier des milieux contenant des sulfates, qu'on soit en solution ou en sol, les exigences complémentaires suivantes: pour les ciments CEM1 SR5 d'avoir une teneur en SO3 totale inférieure ou égale à 2,5 et pour les ciments CEM1 d'avoir des teneurs en C3A et C4AF du clinker
tels que la somme C4F plus 2 fois le pourcentage C3A soit inférieur ou égal à 20%. Là, c'est pour retrouver une logique par rapport au ciment ES. Voilà pour ça. Donc, le changement principal, en fait, entre la version 2016 et la nouvelle version 2022, c'est que l'unique tableau du choix des ciments en fonction du milieu est donné des petits. Voilà. Donc, on retrouve le tableau 2A qui ressemble beaucoup à l'initial, avec en plus donc, les ciments alumineux, les ciments sursulfatés et certains ciments ternaires. Et également, par analogie de composition, il est possible de faire des combinaisons de ciments type PM, ES ou SR avec des additions réputées résistantes pour les milieux concernés. Ou bien, dans le tableau de C, de faire des choix de combinaison ciment plus addition en fonction du milieu. Là, il n'y a pas d'obligation à ce que le ciment soit PM, ES ou SR, mais il y a des obligations de composition qui permettent de sécuriser l'utilisation de ce type de combinaison en fonction du milieu. C'est important aussi de noter que dans ce tableau, le béton correspondant doit être considéré comme un béton d'ingénierie au sens de la norme EN 206 et répondre aux exigences associées aux articles, de cette même norme qui donne des précisions sur les bétons d'ingénierie. Donc, ça consiste essentiellement à faire une étude préliminaire aux essais initiaux et de prévoir un contrôle qualité spécifique. Alors, un petit aperçu de ces tableaux. Donc, les tableaux 2A, on retrouve, ils sont peut-être aussi un peu plus clairement exprimés, on retrouve en tout cas le même contenu qu'avant, avec, comme je vous disais, le ciment sursulfaté, les ciments alumineux, et ici, on va trouver milieu acide et eau pure. On va retrouver, du coup, ils sont, voilà, le CEM6A ou B, et le CEM2CM avec uniquement, sans calcaire. Voilà. Après, donc, dans le cas où les ciments autorisés par ce tableau 2A ne sont pas disponibles, donc il est possible d'utiliser un mélange ciment et addition dans deux cas. Alors, je me suis trompée, là, ce n'est pas le tableau 2C, c'est le tableau 2B ou 2C. Donc, cas d'utilisation sur la base d'exigences de composition, par cohérence avec les ciments autorisés dans le tableau 2A, certaines combinaisons ciment plus addition sont possibles. Par exemple, on a pour la classe XA2 acide, dans le tableau 2A, on voit qu'on peut utiliser un CEM de BS. Imaginons qu'on soit dans une région où le CEM de BS ne soit pas disponible. Il y a donc possibilité d'utiliser une combinaison CEM1 plus laitier avec donc des exigences sur le CEM1 et des exigences sur le laitier, mais le laitier est forcément conforme à la norme addition. Voilà, et des exigences aussi sur la quantité d'addition pour avoir vraiment une cohérence avec la composition. C'est aussi possible d'utiliser une combinaison CEM2AS laitier, voilà, et de retomber en fait en gros sur les mêmes critères de composition que ce qui est autorisé avec le CEM2, avec le tableau 2A. Donc un autre cas où voilà, donc après là c'est le tableau 2C, je vous montre après, où il y a des exigences complémentaires. Donc soit on est sur le tableau, voilà, donc en fait voilà, on a une homogénéité entre le tableau 2A, par exemple ici, qui est repris pour la classe XA sulfate à l'exclusion de l'eau de mer, voilà, où on est autorisé à utiliser des ciments SR, sulfo-alumineux ou sursulfaté. Voilà. Et si on n'a pas ce type de ciment disponible, ni de ciment PM, ES ou SR, il est possible d'utiliser du coup une combinaison CEM1 plus laitier, par exemple, avec des exigences complémentaires précisées dans les tableaux et donc dans le tableau, par exemple, dans ce cas-là, je vais pouvoir utiliser pour le XA2 sulfate un CEM2AS, par exemple. Je n'ai pas de CEM2AS disponible, je vais pouvoir utiliser un CEM1 plus du laitier avec jusqu'à 35% de laitier. Par contre, il va falloir que je respecte également l'exigence supplémentaire, exigence 4, que je vais trouver dans la norme et qui me précise des critères chimiques pour que je sois vraiment en cohérence avec le tableau 2A des ciments autorisés. Voilà, alors voilà à quoi ressemblent ces tableaux supplémentaires, les 2B. Voilà, donc on voit bien les combinaisons autorisées. On est dans le cas avec 2B, un ciment PM, ES ou SR, combiné avec une addition réputée tenir. Et en tout cas, on est dans une homogénéité, dans une cohérence avec le tableau 2A.
Pour le tableau 2C, on a donc, c'est le même esprit, simplement on est dans le cas où on n'a pas de ciment PS, PM, ES ou SR disponible. Donc on va pouvoir utiliser certaines combinaisons. Et vous voyez, donc il y a des exigences supplémentaires mentionnées dans le tableau et dans le détail est donné dans le fascicule et qu'il faut respecter pour rester, voilà, donc pour rester dans une utilisation sécurisée de ces combinaisons. Voilà. Et bien, écoutez, j'en ai fini pour la partie ciment. Est-ce que vous avez des questions? Merci Blandine, je pense que Bon. ça a été très clair, mais ça devrait donner lieu à des réactions, donc on vous écoute. Ok. Tu as été parfaitement clair, Blandine. Voilà. Eh bien, écoutez, ah, il y a une question. Emmanuel. Ouais, il s'agit du fascicule de juin, c'est ça? Le FD 18011? Oui. Oui. C'est ça. Merci. Oui, voilà, c'est ça. Alors, en fait, c'est vraiment, voilà, c'est vrai qu'on reste dans une cohérence. En gros, voilà, on a un package autour de l'EN206 avec l'évolution de plusieurs textes. Et il se trouve que voilà, le fascicule P18011, c'est le premier qui a été finalisé et qui a pu être mis dans les bons à tirer côté AFNOR. Voilà. Écoutez, voilà, je vous invite juste à lire bien en détail les parties concernant le ciment dans la norme et dans le fascicule P18011. Alors, Guillaume. Oui, est-ce qu'on peut revenir sur le tableau des colonnes A et B? Je n'ai pas bien saisi la partie tel type de ciment A, tel type de ciment B. Oui, alors je repartage. Ah, il y a un fond. Alors, voilà. Donc, voir jusqu'à celui d'avant. Oui. Quels ciments sont concernés par le A, quels ciments sont concernés par le B? Voilà. Tu vois bien à l'écran le slide? Oui, oui. Ok, voilà. Donc, effectivement, tu vois, dans colonne A, tu as du coup voilà, les ciments. Donc, en fait, tu vas retrouver dans la colonne A les ciments réputés les moins sensibles à la carbonatation, en tout cas permettant de faire, avec les règles telles qu'elles sont dans les tableaux NF, d'avoir des. Voilà, c'est en gros pour avoir une équivalence de tenue à la carbonatation. Donc, la colonne A, tu vas retrouver le SEM1, les SEM2A, les SEM2B, les SEM3A, les SEM4A, les SEM5A, les SEM2CM. Les SEM6, eux, sont basculés dans la colonne B, parce qu'ils contiennent moins de calcaire. Ciment prompt, ciment usage tropical. Des ciments qu'on ne va pas forcément retrouver en. Et il y a certains ciments, le 2CM, on le retrouve des deux côtés. C'est quoi la nuance? Alors, la nuance, c'est du coup, voilà, la nuance, c'est le SEM2CM, c'est celui qui, on va retrouver dans la colonne B, celui qui est composé uniquement de constituants pouzzolaniques. Et là, du coup, en fait, c'est vrai que les constituants pouzzolaniques, en fait, vont consommer une partie de la chaux. Et la chaux est un très bon tampon. Ah oui, c'est à l'exclusion, d'accord. Oui, c'est ça, c'est lié à la consommation de la portlandite. Voilà, c'est ça, qui va les rendre un peu plus sensibles. Donc, qui va permettre de faire des ciments, en fait, qui vont mieux tenir aux milieux chimiques agressifs, notamment les milieux acides et les eaux pures. C'est pour ça qu'ils ont été introduits dans le fascicule P18011 pour ce type d'exposition. Par contre, voilà, on va pouvoir bien avoir dans la colonne A ceux qui sont à l'exclusion de ceux composés uniquement de constituants pouzzolaniques. Donc, avec du laitier, par exemple, ou du calcaire. Oui, je pense que ce qui est important, effectivement, de noter, c'est que pour des ciments, je veux dire, c'est les premières lignes de la colonne B, c'est-à-dire les SEM3 avec plus de 50% de laitier, les SEM3B, les SEM3C, les SEM4B et les SEM5B, donc qui sont utilisés aujourd'hui selon le tableau NAF1. Donc, à partir du 5 novembre, il faudra les utiliser avec le tableau NAF3. Donc là, c'est un changement. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, aujourd'hui un SEM3 avec 60% de laitier, eh bien, pour une classe XEC3, XEC4, eh bien, il faudra descendre à 0,55 en eau efficace sur l'ion équivalent et c'est 30-37.
Donc, un béton qui serait conforme aujourd'hui ne le sera plus demain. Ça, c'est Voilà, c'est vraiment ça. la grosse Ouais. différence, hein. Oui, voilà, typiquement, voilà, comme tu dis, Jean-Marc, hein, c'est important d'avoir ça en tête, un C2530 XF1 à base de CEM3B, ben, ce n'est plus possible. Pour XF1, un béton à base de CEM3B, forcément, ce sera un C30, C30, C37, avec un E sur C inférieur ou égal à 0,55. Par contre, le changement est que sur le sur C, pas sur le dosage, pas sur la teneur en liant équivalent, si. Non. Non. Non, ce qui est considéré, c'est qu'en fait, comme on Si vous baisse avez le réduit sur la C, du couronne. coup, on augmente mécaniquement, si je peux dire, la résistance. Oui, on diminue la porosité. On fait la barrière Voilà, implicite. c'est ça. Donc, on joue sur la porosité, la qualité de la microstructure. Donc, on va bien retomber sur une résistance à la carbonatation équivalente. Et après, donc, on n'a pas cet impact sur XC1 ou C2 parce que, voilà, effectivement, le béton va carbonater, mais par contre, le risque de corrosion des armatures, hein, parce que XC, c'est vraiment le risque de corrosion des armatures, sera moindre du fait du milieu. Mais oui, c'est un point important. Oui, c'est voilà. un point important. OK, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, merci Blandine. Et donc, Merci. on laisse la parole à Sophie pour parler des granulats recyclés. Sophie, ton micro est coupé, je crois. Voilà, c'est bon. Oui, c'est mieux. J'avais basculé sur la présentation, mais j'avais oublié de remettre le micro. Donc, vous voyez bien la présentation? Oui, parfait. C'est bon? On y va. Donc, tout d'abord, concernant l'introduction des granulats recyclés dans la nouvelle EN 206 plus A2/CN, on a repris un certain nombre de définitions. Et ces définitions ont été reprises dans la norme NFP 18545. Le granulat recyclé pur a été distingué d'une autre notion qui est le granulat de prémélange, et cette notion est réservée aux seuls usages béton. Donc, pour rappel, un granulat recyclé, c'est un granulat qui résulte de la transformation de matériaux inorganiques antérieurement utilisés dans la construction. Ça concerne également le concassage de béton de retour. Également, dans l'EN 206, il est mentionné qu'un béton incorporant moins de 1% de granulats recyclés sera considéré comme un béton de granulat naturel. Donc, les exigences qui figurent dans l'EN 206 sur les granulats de béton recyclés ne s'appliquent pas au cas où on a moins de 1% de granulats recyclés. La nouvelle notion, celle qui était déjà apparue dans la NFP 18545 suite au projet national Rossi-Béton, c'est la notion de granulat de prémélange. Cette notion, comme je l'ai dit avant, ne concerne que les granulats pour béton. Un granulat de prémélange, c'est un granulat qui est obtenu par mélange de granulats recyclés et de granulats naturels selon des pourcentages prédéfinis. Il est important de se souvenir que le granulat de prémélange est obtenu uniquement en mélangeant soit des gravillons naturels avec des gravillons recyclés, ou des sables naturels avec des sables recyclés, ou des graves naturels et des graves recyclés. Cela exclut donc la fabrication de granulats de prémélange à partir de mélanges de tout venant. Comment sont désignés ces granulats de prémélange? Ils sont désignés par les lettres TX qui vont être suivies d'un nombre. Ce nombre, ce sera la valeur de référence du pourcentage massique de granulats recyclés dans le granulat de prémélange. Ça veut dire que si on a une désignation qui est TX10, la valeur de référence du taux de granulats recyclés dans le granulat de prémélange sera de 10%. Quels sont les types de granulats recyclés? Ça, c'est quelque chose qui existait déjà dans la précédente version de la norme NFEN 206, donc c'est juste un rappel. Il y a un premier type qui est le type 1, pour lequel toutes les caractéristiques sont classifiées CRB. Un type 2 pour lequel les caractéristiques sont CRB
ou CRC. Et enfin, un type 3 où toutes les caractéristiques sont CRB, CRC ou CRD. CRB, c'est principalement des granulats pour lesquels on a une très très forte majorité des granulats qui sont sous la forme de béton concassé et de matériaux rocheux. Le C, c'est pour donc béton, concrete, et le U, c'est pour les matériaux rocheux, unbound. Le CRC, c'est pareil, on est à 90% au minimum de ses constituants principaux. Dans le cadre de la norme, donc seuls les gravillons recyclés de type 1 ou de type 2 peuvent être utilisés. Les granulats de type 3 ne pourront être utilisés que pour des applications non structurelles. De la même manière, on ne pourra pas non plus utiliser des granulats recyclés de type 3 pour la fabrication de granulats de prémélange. Les contrôles sur les granulats recyclés. Sur les granulats recyclés, on va retrouver toutes les caractéristiques qui sont déjà à contrôler dans le cadre de la norme NFEN 12620, qui est la norme européenne qui sert de référence pour le marquage CE des granulats recyclés. Donc, on va trouver les sulfates solubles dans l'eau, la masse volumique, le Los Angeles, bref, toute une série de caractéristiques. La différence dans le N206, c'est que ces contrôles présentent des fréquences régulières et qui sont renforcées par rapport à celles de la norme granulat. Par exemple, pour les sulfates solubles dans l'eau, ce paramètre est à contrôler une fois par semaine ou une fois toutes les 2000 tonnes. Donc, l'utilisation élargie des granulats recyclés. On a de nouvelles règles de formulation qui permettent une utilisation élargie. Élargie par rapport à quoi? Élargie par rapport à l'ancienne version de la norme NFEN 206/CN. Par exemple, dans le cas du type 1, on peut effectivement utiliser des pourcentages de gravillons recyclés et de sable recyclé qui sont beaucoup plus importants et sur des classes d'exposition plus larges que celles qui étaient autorisées auparavant. Par exemple, en XC1, XC2, on n'avait pas le droit d'utiliser de sable recyclé. On pouvait utiliser des gravillons recyclés de type 1 jusqu'à un pourcentage de 30%. Vous voyez aujourd'hui que l'on peut utiliser ces gravillons recyclés de type 1 jusqu'à 40%, les sables recyclés jusqu'à 10%, et on peut même aller encore plus loin, des utilisations de 60% de gravillons recyclés de type 1 et 20% de sable recyclé lorsque le rapport eau efficace sur liant équivalent maximum est abaissé de 0,05%. On retrouve le même type de tableau dans le cas des matériaux de type gravillon recyclé de type 2, avec toutefois des pourcentages qui sont abaissés puisqu'on a affaire à un matériau qui contient moins de béton et moins de matériaux rocheux, puisqu'on a au minimum 90% de RCU. Comment utilise-t-on ces granulats recyclés et comment peut-on avoir un granulat de béton recyclé? Ce béton de granulat recyclé va être classé en fonction du taux massique total de granulat recyclé et du type de gravillon, de type 1 ou de type 2. Donc, le taux massique, ce n'est pas le TX que l'on avait avant, c'est une nouvelle notion qui va être égale à la masse de sable recyclé plus la masse de gravillon recyclé divisé par la masse totale de granulats. On va obtenir des classes de taux de substitution de granulats recyclés dans le béton. Pour les classes R0 et R1, sur la majorité des bétons, il n'y a pas de modification. C'est-à-dire que pour le type 1, jusqu'à 15% d'introduction de granulats recyclés, il ne se passe rien.
Par contre, dans le cas des bétons précontraints, on va quand même avoir une obligation de refaire des calculs de dimensionnement selon l'Eurocode 2. Pour la plupart des bétons, cela n'interviendra qu'au-delà de 15% donc de taux massique total. Au-delà de pourcentages qui sont plus importants, 56% de granulats recyclés, les catégories R5, R6 et R7, la durabilité devra être justifiée par une approche performantielle. Vous remarquez également que nous avons deux lignes différentes. La première ligne concerne les gravillons de type 1, la seconde ligne concerne les gravillons de type 2. Dans ces deux cas, vous allez avoir des plages de taux limite et les plages de taux massique vont être plus faibles pour les gravillons de type 2. Donc, quels sont les points à noter? Dans le cas de l'utilisation de granulats de prémélange, la masse de granulats recyclés à prendre en compte pour le calcul du taux massique total de granulats recyclés dans le béton, ça va être égal à TX multiplié par la masse de granulats de prémélange divisé par 100. Donc, c'est réellement la quantité de granulats recyclés dans le béton. D'autre part, lorsque l'on utilise un sable recyclé sans gravillon recyclé, la ligne qui concerne les gravillons de type 1 s'applique. Enfin, l'utilisation d'un béton de classe R2 et au-delà dans un béton armé, R1 et au-delà pour un béton précontraint, va entraîner une prise en compte particulière au niveau des règles de dimensionnement de l'Eurocode. Il est donc important d'attirer l'attention du prescripteur sur ce fait dans le cas où vous lui vendez du béton qui est au-delà de cette classe R2. Revenons sur les contrôles sur les granulats recyclés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était possible d'utiliser des fréquences temporelles ou des fréquences quantitatives pour la caractérisation des granulats. C'est toutefois la fréquence qui donne le plus grand nombre d'échantillons analysés qui s'applique, avec un minimum d'un essai pour chacune des caractéristiques. Ces fréquences, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont plus élevées que celles de la norme granulat, la NF-EN 12620, qui sert de base au marquage CE des granulats. Il convient donc soit que le producteur de granulats accepte d'appliquer des fréquences d'essai plus élevées. Dans ce cas-là, cela devra être négocié dans le cadre de la relation contractuelle, soit que le complément d'essai à réaliser sur les granulats recyclés soit réalisé par le producteur de BPE lui-même. Passons maintenant au contrôle sur les prémélanges. Dans le cadre des contrôles sur les prémélanges, les caractéristiques des sables et gravillons recyclés doivent être communiquées aux producteurs de béton de la même manière que les essais réalisés sur le granulat de prémélange lui-même, selon des fréquences et des caractéristiques mentionnées dans le tableau ci-contre. À noter toutefois que pour les gravillons, un certain nombre de caractéristiques peuvent être mesurées uniquement sur le granulat de prémélange. C'est le cas des alcalins libérables, des chlorures solubles dans l'eau et du coefficient d'aplatissement. Pour d'autres caractéristiques, comme la masse volumique, le coefficient d'absorption d'eau, le coefficient d'aplatissement, le Los Angeles et donc ceux du granulat de prémélange peuvent être calculés en ayant au départ les caractéristiques des gravillons naturels et des gravillons recyclés. On va donc appliquer une moyenne pondérée en fonction de la proportion massique respective des gravillons naturels et des gravillons recyclés dans le prémélange, puisque ces essais présentent une linéarité en fait des résultats. Enfin,
dans le cadre des contrôles sur les prémélanges, le pourcentage massique de granulats recyclés est calculé selon la formule que vous voyez affichée. Ce pourcentage de taux massique devra être contrôlé par le producteur de béton. Pour les gravillons, le TX mesuré sera égal au pourcentage de béton dans le prémélange divisé par le pourcentage de béton dans le granulat recyclé. Le RC donc du prémélange sera déterminé par le producteur de béton selon la norme de tri NFEN 933-11. À noter qu'il s'agit bien du RC seul et non du RCU dont nous avons parlé précédemment, puisqu'il s'agit de la seule caractéristique en fait, que l'on peut contrôler, puisque le RU, vous allez en ramener via les granulats naturels. Pour les sables, le TX mesuré est cette fois-ci mesuré à partir des sulfates solubles dans l'eau et est égal aux sulfates solubles dans l'eau du prémélange divisé par les sulfates solubles dans l'eau du recyclé. La teneur en sulfate soluble dans l'eau du prémélange sera là aussi déterminée par le producteur de béton. Il y aura enfin un critère d'acceptation pour lequel le TX mesuré devra se situer entre le TX du producteur plus ou moins 10. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui, il y a une petite chose que tu n'as pas dite, Sophie, c'est que si le prémélange est titulaire de la marque NF Granulat, les contrôles à ce moment-là ne sont pas à faire par le producteur de BPE. Hein, il est considéré que la marque NF Granulat permet de garantir la qualité du prémélange. Oui, tout à fait. Voilà, donc là aussi, c'est un changement. Donc, oui, donc Emmanuel. Ouais, je suis désolé, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui pose des questions. Non, mais je comprends le moins bien. Sur le tableau NA8A que tu présentais, Sophie, tu sais, il y a le fait qu'on doive réduire le sur C de 0,05. Oui. Voilà. Est-ce que ce sont les deux conditions qui mènent à ça? C'est-à-dire que est-ce que si je mets que 60, si je prends la catégorie XC1, XC2, si je mets 60% de gravillon, mais je ne mets pas de sable, est-ce que je dois quand même baisser de 0,05 ou le 0,05 il est pour les 60 plus 20? Non, le 0,05 d'abaissement, il est pour pouvoir monter à 60. D'accord. Donc, dès lors que tu dépasses le 40 pour le gravillon recyclé ou le 10 pour le sable recyclé, tu dois appliquer le haut efficace sur l'ion équivalent à baisser de 0,05. Ok, merci. J'avais une deuxième question, c'est sur ton tableau suivant où tu as les catégories R1, R2, R3 et R4. Oui. Est-ce qu'il doit être fait mention de ces catégories dans le libellé de la formule béton communiqué au client? Ça doit figurer sur le BL. D'accord. J'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure, mais effectivement, ça doit figurer sur le BL, la classe et également le type de gravillon. D'accord. Tant qu'on est sur cette slide-là, qu'est-ce que ça implique le R2 vis-à-vis des règles particulières pour le calcul des dimensionnements des Eurocode 2? En fait, si tu veux, le fait d'utiliser des granulats recyclés, ça va avoir une influence sur le retrait et sur le fluage. Donc, dès que tu as des dimensions. Alors, dans le cas classique, si tu fais une maison individuelle, ça n'aura aucune influence. Mais si tu fais des portées assez importantes, des faux aplombs, etc., donc il faudra prendre en compte. Là, ça veut dire aussi qu'il faudra, donc l'Eurocode 2
donne des règles pour définir les modifications sur le retrait et sur le fluage en fonction du taux de granulats cyclés. Ça, c'est tabulé dans l'Eurocode 2. Oui, c'est tabulé dans la nouvelle annexe de l'Eurocode 2. D'accord. Ce qui veut dire qu'en amont d'un projet, il aura fallu prévenir que nos clients et que nos clients préviennent le bureau d'études que potentiellement les bétons seront R2 en termes d'incorporation de granulars cyclés. Absolument. Moi, j'avais juste encore une question. Pourquoi, tu l'as très bien expliqué, Sophie, on a des fréquences de contrôle qui sont différentes par rapport à la 12620 sur les granulars cyclés si on augmente le dosage. Est-ce que ça veut dire que la 12620 sera mise à jour à terme je veux dire, est-ce qu'on est dans le delta là ou cette différence, elle va perdurer dans le temps? Il y a des chances pour que cette différence perdure, d'autant plus qu'au niveau européen, de la même manière que pour les normes ciment, on a eu un problème sur la 197.5, nous, ça doit bien faire 6 ans qu'on essaie de modifier les normes granulats. Oui, mais elle est bloquée par voilà. la jour du règlement produit de construction. Elle est bloquée et comme pour nous, ce ne sont pas des nouveaux granulats, mais toujours les mêmes, même si on faisait reparaître une nouvelle version, elle ne pourrait pas servir de base au marquage CE. Ok. Oui, juste une info, effectivement, Benjamin demandait si la nouvelle annexe nationale de l'Eurocode 2, justement, qui donne ces règles est parue. Effectivement, elle est parue également. Enfin, justement, c'était le principe de base, c'est que tous ces documents paraissent à peu près simultanément. Donc, je crois que l'annexe nationale a été publiée également la semaine dernière. Donc, voilà, tout ça, c'est cohérent. du très récent, oui, et c'est cohérent. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bah, sinon, merci, merci à Sophie. Merci. Alors, c'est moi qui vais partager maintenant mon écran. Alors, hop. Alors, on va maintenant aborder un autre point très important de changement de l'AEN 206, c'est donc l'introduction de l'approche performantielle. Donc, bien sûr, c'est basé essentiellement sur les travaux de Perdub, de même que les granulars cyclés étaient basés sur Rossi Béton. Et bien là, on est basé sur les travaux de Perdub. Alors, pourquoi il ne veut pas glisser? Voilà. Alors, donc, c'est le fascicule FDP 18480 qui va fixer les règles de l'approche performantielle. Je dirais que dans la 206 elle-même, il n'y a pas grand-chose, sauf que voilà, la 206 appelle le fascicule en disant que les dispositions en vigueur en France pour appliquer les méthodes performantielles sont données dans le FDP 18480. Voilà, c'est donc la citation de ce fascicule qui donne l'autorisation de déroger. Donc, c'est ce qu'on dit ensuite. L'application des préconisations de ce fascicule permet de déroger aux règles prescriptives donc du paragraphe sur les granulats, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser des granulats de classe inférieure, enfin de code inférieur à celui qu'on devrait utiliser normalement, et également aux règles prescriptives de l'annexe NAF, c'est-à-dire sur le rapport sur C, sur le dosage minimum en liant et sur les quantités maximum d'addition. Alors, le complément national précise quand même quelques points d'attention.
qu'il faut valider la formulation performantielle sur la base d'un dossier technique, hein, mais on le verra un peu plus tard. Donc, il comprend la composition détaillée de la formule nominale, les limites de variation et le résultat des études de durabilité. Autre chose qui est très importante également, c'est que le choix de l'approche performantielle doit être validé par les différentes parties et intégré dans les spécifications d'exécution. Hein, c'est ce qui veut donc dire que si c'est une proposition du BPE, ça nécessitera une modification du CCTP. Et de même, la désignation du béton va être modifiée en conséquence. Mais là aussi, on insiste bien sur que tout doit être transparent pour l'ensemble des parties prenantes du projet. Alors, donc, qu'est-ce que précise ce fascicule FDP 18-480? D'abord, concernant le domaine d'application. Donc, comme je le disais, on peut déroger sur le rapport eau efficace sur l'ion équivalent et ou le dosage en l'ion équivalent minimum. On peut déroger également sur la nature du liant. Par exemple, pour les classes XS2 et XS3, la norme demande un ciment PM. Eh bien, on pourra prendre un ciment qui ne l'est pas, sous réserve de le justifier par une approche performantielle. De même, ça permet de déroger aux prescriptions qu'on a vues tout à l'heure, donc que Blandine vous a présenté sur le FDP 18-011. On pourra s'affranchir des préconisations de ce fascicule si on démontre que le béton résiste donc aux attaques, grâce à cette approche performantielle. Et enfin, sur la qualité des granulats. Alors, par contre, c'est limité, cette approche performantielle, aux constituants qui ont une aptitude générale à l'emploi, déjà selon la norme. Hein, on n'autorise pas, par exemple, les aptitudes établies par un agrément technique européen. Donc, on ne reste que dans les domaines connus, donc les additions traditionnelles, les ciments traditionnels, et puis bon, maintenant ceux de la 197.5, et les granulats conformes à la 18545 et à la 12620. Hein. Et par contre, contrairement à l'utilisation granular cyclée, là, les règles de dimensionnement ne sont pas modifiées. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on utilise une approche performantielle qu'on a à modifier les règles de dimensionnement. Alors, sauf bien évidemment dans un cas, puisque cette approche performantielle peut permettre d'utiliser des granulats recyclés à plus haute teneur, mais dans ce cas-là, on applique la norme classique, quoi. On revient au tableau qu'on a vu tout à l'heure, et si effectivement l'approche performantielle permet d'utiliser 70 ou 80% de granulats cyclés, eh bien à ce moment-là, on est effectivement dans le cadre du tableau qu'on a vu tout à l'heure, et là, bien évidemment, les règles de dimensionnement sont modifiées. Alors, il y a des niveaux d'application de la méthode performantielle. Donc, on les verra un peu dans le détail tout à l'heure. Alors, le choix du niveau est de la responsabilité du maître d'ouvrage. Cela étant, le fascicule recommande des niveaux, mais encore une fois, le maître d'ouvrage est souverain et s'il veut mettre des niveaux plus faibles ou plus élevés, c'est son droit le plus strict. Le niveau 1 est a priori réservé donc à la classe XC1 et enfin à toutes les classes plutôt, sauf les classes XA pour les éléments à l'intérieur du bâtiment. Le niveau est également pour les bâtiments donc en classe
Oui, pardon, la catégorie 1, c'est les éléments à l'intérieur des bâtiments, les éléments non structurels et les ouvrages provisoires. En catégorie 2, ce sont les bâtiments et de manière générale les ouvrages conçus pour une durée de vie de 50 ans. Et la catégorie 3, c'est les ouvrages conçus donc, pour la durée de vie de 100 ans et les ouvrages exceptionnels. Donc, par exemple, tout ce qui est fascicule 65, on sera en catégorie 3. Et vous voyez, par exemple, que donc, pour le bâtiment, donc, qui va être la majorité des cas, on est en N1 en XC1 et en N2 sur toutes les autres classes. Et pour les ouvrages d'art, à part la classe XC1, on recommande d'être en niveau 3. Alors, qu'est-ce que ça implique, tout ça? Alors, d'abord, oui, ce fascicule donne des précisions concernant la définition des classes d'exposition. Alors, on précise que la classe XC1, c'est uniquement les bétons dans une ambiance sèche en permanence, hein, puisque la norme européenne dit pour XC1 sec ou humide en permanence. On précise que dans ce cadre-là, c'est la classe XC1, c'est uniquement sec, et que les bétons immergés, donc humides en permanence, sont à classer en XC2. Et autre précision importante, pour les classes XS et XD, on définit des sous-classes. Donc, sous-classe pour XS3, donc XS3M pour la zone de marnage ou de projection et XS3E pour la zone qui est exposée aux embruns. S'il n'y a pas de précision, on prend la plus sévère, hein, qui est donc la classe XS3M, la zone de marnage à considérer par défaut. Et de même, pour la classe XD3, il y a une classe XD3F pour le salage fréquent et XD3TF pour le salage très fréquent. Et pareil, si on n'a pas de précision, on considère la classe XD3TF. Alors, il est important de noter, hein, que ces sous-classes ne concernent que l'approche performantielle. Hein. En approche prescriptive, les règles ne changent pas et que l'approche prescriptive des classes XS3 et XD3 sont censées couvrir les deux classes. Alors, un exemple, hein, là je ne vais pas rentrer complètement dans le détail parce que le fascicule est relativement compliqué, mais qu'est-ce que ça demande de vérifier? Donc, pour les classes d'exposition XC, il y a deux méthodes pour vérification de la conformité. C'est des essais de carbonatation accélérée ou la porosité accessible à l'eau. Mais dans le cas de la porosité accessible à l'eau, on dit qu'on doit au moins avoir fait un essai de carbonatation accélérée pour un peu caler, si on peut dire, le rapport entre la porosité et la carbonatation. Donc, cette vitesse de carbonatation, on va également considérer que les prescriptions vont avoir une modulation selon la résistivité du béton. Alors, pourquoi cette modulation? Eh bien, simplement que, si vous voulez, la vitesse de carbonatation accélérée va calculer quelque part le temps que la carbonatation va mettre pour arriver jusqu'aux armatures et donc initier la corrosion. Mais par contre, la résistivité, elle, va rendre plus ou moins rapide cette propagation de la corrosion. Donc, c'est pour ça qu'on considère que lorsqu'on a une résistivité très élevée, eh bien, la corrosion va être plus lente. Donc, du coup, on va autoriser, comme la corrosion est plus lente, eh bien, on autorise un début de corrosion plus précoce. Voilà, c'est pour ça que vous avez cette différence de niveau. Par exemple, pour la classe XC3, eh bien, XC3, si vous avez une résistivité inférieure à 100, il faudra que l'on ait une vitesse de carbonatation inférieure à 1,8.
Et par contre, si on est supérieur à 100, on pourra monter jusqu'à 2,2. Et par contre, là, on a sur une durée de vie, durée d'utilisation de 50 ans et durée d'utilisation de 100 ans. Donc, voilà un exemple sur les classes XC. Dans les classes XS, eh bien, XS, bien évidemment, c'est plus la vitesse de carbonatation qui va servir de base, mais dans ce cadre-là, c'est la migration des ions chlorure. Et là aussi, on a une modulation, mais cette fois, la modulation, elle est faite selon ce qu'on appelle le facteur de vieillissement. Alors, qu'est-ce que c'est que le facteur de vieillissement? Ben, c'est le fait que certains ciments avec des additions plutôt pouzzolaniques vont avoir une amélioration des caractéristiques qui va se poursuivre au-delà des 90 jours. Et donc, comme on fait les essais à 90 jours, eh bien, on considère que certains ciments, en fait, vont s'améliorer. Et donc, on autorise des résultats plus mauvais mesurés à 90 jours, puisque le béton n'aura pas encore atteint ses caractéristiques maximales. Et donc, en fonction de la classe de facteurs de vieillissement, eh bien, pareil, on autorise des coefficients de migration des ions chlorure différents et même très significativement différents, puisque vous voyez par exemple que pour la classe XS3AE, eh bien, si on est entre 0,3 et 0,39, il faut que l'on ait 5, 10-12, mais que l'on peut monter si on a un facteur de vieillissement de 0,6 et plus, donc essentiellement avec des cendres volantes, par exemple, hein, puisque vous voyez que pour les cendres volantes, vous avez donc un coefficient 1,1 V. Donc, si vous avez 30% de cendres volantes, 1,1 V, ça fait 0,33. Bon, cela étant, comme le max, c'est 0,30, mais donc, si vous avez plus de 25% de cendres, enfin 28% de cendres volantes, eh bien, vous avez 0,3 ici. Donc, ça veut dire que votre alpha, il passe à 0,6. Et donc, 0,6, on est, donc pour des bétons qui contiennent 30% de cendres volantes, vous allez être dans ce domaine-là. Alors, pour les classes XD, le principe est identique, hein, les valeurs ne sont pas identiques, mais comme on est également dans les chlorures, le principe est identique. Par contre, pour les classes XA, alors on est un peu différent, c'est-à-dire pour les classes X1 et XA2, on se compare à un béton de référence. Alors avec deux modes opératoires possibles, les deux modes opératoires ayant été définis dans le projet Perdub. Donc c'est soit le protocole par saturation, soit le protocole par immersion séchage. Dans les deux cas, le principe est d'avoir un allongement qui est inférieur à celui du béton de référence, hein, pour les classes XA et XA2. Bon, le béton de référence étant bien évidemment conforme, lui, à la norme. Et par contre, pour la classe XA3, là, on est en valeur absolue. On ne se compare pas à un béton de référence. Et on a des règles complémentaires donc, sur le choix du béton de référence. Donc, pour la classe X1, on doit prendre un CM1 PM et pour la classe XA2, un CM1 SR3. Donc, voilà les règles sur les classes XA. Alors, pour en revenir au niveau d'application, voilà ce que donne le tableau. Alors, vous voyez que c'est différent selon le niveau. Donc, tout d'abord, vous avez la qualification du béton.
Bon, avec une possibilité de ne pas réaliser des preuves d'études si le béton dispose de références probantes. Alors, on précise ce que c'est que des références probantes, hein. C'est en fait une étude qui date de moins de 3 ans avec les mêmes constituants. Alors, lorsqu'on est en niveau N1, on ne fait les essais que sur la formule nominale. Et on fait les essais sur ce qu'on appelle les indicateurs généraux. Alors, les indicateurs généraux, c'est la porosité ou l'absorption d'eau. Alors, pour le BPE, ce sera plus la porosité. L'absorption d'eau, c'est plus un essai qui est fait par les préfabricants. Et également la résistivité, mais on fait également l'ensemble des grandeurs associées à la durabilité. Donc, selon ce que l'on cherche à vérifier, si c'est pour la carbonatation, bah, ce sera la vitesse de carbonatation. Si c'est pour les chlorures, bah, ce sera la pénétration des chlorures. Par contre, à partir du niveau N2, on fait les essais sur la nominale, mais également sur les dérivés. Pardon. Et sur l'interprétation, donc pour l'interprétation, on a donc sur la N1, évidemment, c'est la conformité au seuil, mais avec une marge de sécurité imposée sur la nominale. Et avec identique hein, sur la N2 et N3, donc conformité au seuil, mais avec une marge de sécurité. Et sur les dérivés, on demande simplement la conformité au seuil, donc sans marge de sécurité, et puis évidemment une cohérence avec les variations de composition, c'est-à-dire que sur les dérivés en eau, bien évidemment, il faut que la dérivée avec plus d'eau soit moins bonne que la dérivée avec moins d'eau. Si on a le contraire, ça pose un petit souci, notamment de qualité de qualification du laboratoire. Alors, quelles sont ces conditions, enfin ces marges de sécurité? Donc, les marges de sécurité, c'est 1,5 fois l'écart type prévisionnel déclaré par le producteur de béton. Alors, cela étant, le fascicule donne des valeurs minimales de coefficients de variation, hein, donc qui sont de 3% pour la porosité et de 20% pour les ions chlorure et la carbonatation accélérée. Donc, ça veut dire que sur la migration des ions chlorure, par exemple, tout à l'heure, je vous disais que dans certains cas, on demandait 22. Eh bien, 22, ça veut dire qu'il faut que lors de l'étude, on soit donc 30% inférieur, hein, 1,5 fois 20%. Donc, on soit inférieur à 22 fois 3, ça fait 7 à peu près, donc on soit inférieur à 15. Donc, ça veut dire qu'il faut que la nominale soit inférieure à 15 et par contre que les dérivés soient inférieurs à 22. Ensuite, donc là, ce qu'on a vu, c'est sur les études. En convenance, eh bien, c'est la même chose. Par contre, alors on ne fait, au niveau N1, on ne fait que les indicateurs généraux. Et en N2 également. Donc, on ne fait que la porosité ou l'absorption d'eau et la résistivité. Par contre, sur le niveau N3, on fait également l'ensemble des grandeurs associées à la durabilité. Et on a les mêmes caractéristiques, sauf que on demande effectivement là juste d'être conforme aux limites. Alors, aux limites associées aux résultats d'études. Hein, on n'est pas là sur les limites théoriques, mais bien sur ce que l'on a trouvé au niveau des études. Ensuite, sur les contrôles, eh bien, on n'a rien sur le niveau N1. Par contre, pour le niveau N2, on a les indicateurs généraux tous les 500 mètres cubes ou tous les mois.
avec pendant la période initiale 2-3 mois, puis après cette période initiale, tous les 1000 m3 ou tous les 2 mois. Et pour les grandeurs associées à la durabilité, c'est tous les 2 ans pour l'ensemble des classes d'exposition. Et ben, vous voyez, pour le niveau N3, on fait plus souvent les grandeurs associées à la durabilité. Dans le niveau N1, on précise quand même qu'il faudra refaire au minimum tous les 2 ans un essai général. Alors, l'approche performantielle impose également des exigences sur le système qualité, sur les systèmes qualité, je dirais, puisque c'est les systèmes qualité du producteur de béton ou du fabricant préfa, mais également de l'entreprise de construction et du laboratoire en charge des essais. Donc, le producteur de BPE, pour les chantiers importants, en niveau 2 et 3, il sera nécessaire de mettre en place un contrôle externe pour la fabrication du béton. Bon, la marque NF permet de considérer qu'on a ce contrôle externe qui est apporté. Par contre, bon, on va demander des précisions de dosage plus importantes, ce qui sont les précisions de dosage que l'on demande dans le cadre du fascicule 65, et également d'avoir un contrôle en continu de l'humidité des sables. Bon, je ne vais pas détailler pour l'entreprise, mais l'entreprise également pour les niveaux N2 et N3 devra également mettre en place un contrôle externe. Ça aussi, c'est important parce que il faut que les conditions de mise en œuvre soient respectées. Et pour le laboratoire, eh bien, il devra avoir mis en place là aussi un système de management de la qualité. Et surtout, ce qui est important, c'est assurer la validité des résultats en comparant régulièrement sa performance à celle d'autres laboratoires. Ça, c'est très important. Par exemple, pour la carbonatation, le projet Perdub a validé seulement 2 laboratoires. Donc là, il y a une autre campagne du Interlabo qui est en cours en ce moment, donc via le CEBTP, pour qualifier d'autres laboratoires, parce que bien évidemment, 2 labos, ce sera un peu juste pour développer l'approche performantielle. Là aussi, le COFRAC, s'il y a une accréditation COFRAC, c'est réputé satisfaire aux exigences énoncées ci-dessus. Dernier point sur l'approche performantielle, il faut le préciser. Donc, le béton est issu d'une approche performantielle. Donc, il faut utiliser la désignation donc BPPS ou PPCP si c'est une composition prescrite, et préciser quelle est la classe d'exposition visée. Par exemple, si vous avez dans ce cas-là un BPPS C2530 extérieur, donc il va être XF1, mais qui va être également XS2, eh bien, si on a 280 kg de liant équivalent et si on a un E sur C inférieur à 0,6 et les bonnes teneurs en addition, eh bien, on peut être XF1 prescriptif, mais par contre, si par exemple on n'utilise pas un ciment PM, ou si on n'a pas le dosage en ciment demandé par la classe XS2, eh bien, on peut à ce moment-là ne vérifier que la XS2, c'est-à-dire comme on est bon en XF1, on ne fera pas de carbonatation, mais par contre, on va faire des essais de pénétration des chlorures pour vérifier qu'on est bien en XS2, donc via des méthodes performantielles. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, très rapidement, les autres évolutions, il y a donc le fascicule P18 473 qui permet de déroger
pour utiliser donc des bétons de granulat en sulfate supérieur au seuil normalisé, mais ça ne concerne que des granulats provenant de travaux d'excavation. Donc, ça va relativement peu concerner le BPE. Ce ne sera que sur des très gros chantiers, puisque dans la majorité des cas, les granulats seront réutilisés sur le même chantier où ils ont été extraits. Et donc, le dernier point, c'est le bon de livraison pour le béton prêt à l'emploi. On a précisé que le terme imprimé qui est dans la norme européenne couvre bien l'impression au format digital dématérialisé. Comme on l'a dit déjà, donc la classe de taux de substitution en granulat recyclé et le type de livret de gravillon doivent être indiqués sur le bon de livraison. Donc pour les bétons d'ingénierie, mais ça c'était déjà le cas, la mention BIPS ou BICP doit figurer. Et par contre pour les bétons, donc approche performantielle, c'est BPPS ou BPCP. Et le dernier point, c'est que dans le cadre de spécifications complémentaires, par exemple un béton conforme au DTU 13.3, le client peut faire au producteur une demande d'inscription de ces spécifications, donc sur les documents contractuels, donc par exemple le bon de livraison. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de choses à mettre sur le bon de livraison. Donc voilà, comme je vous disais, vous allez très prochainement avoir accès à ce guide, hein, le nouvel annexe nationale évolution normative. Je pense qu'il sera mis en ligne cet après-midi. Et ben voilà, merci de votre attention. Et si vous avez des questions. Alors, le nom des laboratoires qui ont été validés dans le cadre de PERFDUB, de mémoire, il y a l'université de Nantes, je crois, et puis alors le deuxième, je ne sais plus, il faudrait que je... Le LERM, peut-être? Oui, Le LERM. peut-être le LERM, oui, ça doit être le LERM, mais... Tu m'avais dit les universités de La Rochelle et Toulouse. Ah non, bah alors tu vois, oui. Bon, à vérifier, à vérifier. À vérifier. Ouais, je me demande s'il n'y a pas Centrale Nantes, École centrale de Nantes. Oui, il y a oui, c'est ça, Nantes, c'est ce que je disais, Ouais, Centrale ouais. Nantes, il me semble. Et peut-être La Rochelle, du coup, peut-être, je sais Oui, pas. Ouais, je sais plus. mais il me semble que le LERM est dedans aussi. Enfin bon, ouais. je vérifierai. Benjamin avait une question. Si tu es en approche performantielle avec du granulat recyclé, la classe de substitution R7, par exemple, y a-t-il une désignation particulière ou une mention sur le bon de livraison? Ah ben, le bon de livraison, on doit mettre R7, oui. À partir du moment où on est R7, c'est forcément performantiel parce on déroge à la norme, puisque avec les taux maximum autorisés par la norme en XC1, on a donc, si on baisse de 0,5, on a 0,60 de gravillon et 20 de sable. Bon, ça fait en gros 40%. Hein, si on a un G sur S de 1, ça fait maximum 40% de classe de substitution. Donc voilà, on peut, conforme à la norme, on ne peut jamais dépasser les 40%, globalement. Oui, Jean-Marc, je pense que la question de Benjamin est probablement aussi la désignation. Où est-ce que tu mets le petit p de l'approche performantielle? Peut-être, c'est une bonne question, sans doute sur le R7. R7P, il faudrait le mettre sur... Oui, c'est une bonne... Alors, c'est effectivement oui. une bonne question. Parce que du coup, c'est vrai que ça double, c'est une sorte de matrice là, en ligne. Oui. Ouais. Et ben, pour l'approche performantielle, on met le petit p sur la classe d'exposition pour laquelle on justifie la performance. Donc, en fait, on devrait trouver, par exemple, XC4P, et le R7, lui, il n'est pas mentionné dans la destination normalisée, il va être mentionné dans le BL. Je pense que ça devrait être comme ça. Oui. Alors, Vincent, tu avais une... Oui, mais je réagis à la question que Benjamin tu as soulevée. Je pense que c'est un BPPS puisque c'est écrit qu'il faut faire une approche performantielle.
Et le R7 n'est pas une... R7, c'est une information d'une quantité de granulats recyclés. Ce qui va être justifié par approche performantielle, ce sont toutes les classes d'exposition du béton de granulats recyclés. C'est-à-dire qu'on va devoir vérifier par approche performantielle qu'il résiste bien à un environnement agressif, traduit par les classes d'exposition, pour chacune des classes d'exposition du béton. Donc, à mon avis, c'est exclu que ce soit sur le R7 qu'on mette un P, puisque ce n'est pas, on ne va pas vérifier le R7 par approche performantielle. C'est forcément la notion de classe d'exposition qui va être vérifiée. Et a priori, ce sont toutes les classes d'exposition qui vont devoir être vérifiées par approche performantielle. Et donc, ça va se traduire par un BPPS avec un P sur chacune des classes d'exposition. Oui, dans ce cadre-là, ce sera un XF1P, un XS2P et avec la mention de R7 sur le BL. Voilà, donc c'est effectivement un... Oui. Ça n'est pas explicité dans la norme, mais c'est probablement comme ça qu'on pourrait le comprendre. Oui, juste... Non, mais effectivement, oui, c'est une bonne remarque. Oui, Emmanuel? Oui. Moi, j'avais deux questions. La première, tu disais, c'est limité aux aptitudes des additions qui sont présentes dans le N206, uniquement dans le N206 ou aussi les additions qui sont dans la 197.1? Non, uniquement celles qui sont autorisées par la 206. OK. Donc, c'est aujourd'hui cendres volantes, laitier, métakaolin, fumée de silice et les filaires calcaires. Donc, très clairement, on ne peut pas faire aujourd'hui d'approche performantielle avec des pouzzolanes, par exemple. Okay. Et la deuxième question? Et ma deuxième question, c'est, je suppose que vous allez faire des sessions de formation auprès de nos clients, parce que la relation se complexifie un peu dans les appellations, et je pense qu'il y a du travail à faire. Alors, il y a une campagne qui va être lancée avec la FGC. Je vais peut-être laisser Benjamin en parler. Oui, effectivement. Alors, la première session de bien prescrire les bétons saison 2 va se tenir le 29 novembre à l'ESTP Cachan. Et l'annonce a été faite ce matin. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Voilà, mais et surtout prévenir nos clients que voilà, qu'il y a ces sessions. Alors, c'est une première session là, à Paris, mais on va faire tourner ça, et bien évidemment, dans les délégations de la FGC. On n'a pas calé les dates encore, mais on va le faire dans les semaines à venir. Ouais. Pour l'approche performantielle, donc il y a aussi les journées de restitution du projet national PERFDUB, où la dernière partie est dédiée à voilà, l'historique du fascicule et la mise en place opérationnelle. Après, oui, Manuel, tu précisais peut-être, toi tu disais, ouais, une initiative, tu avantais peut-être une initiative du SNBPE pour les entreprises, c'est ça? Oui, mais je pense qu'effectivement, on envisage, il faut que l'on rencontre l'UMGO et la CAPEB voilà, sur ces sujets, effectivement, pour voir avec eux comment. De toute façon, notre guide, bon, dans un premier temps, effectivement, il est essentiellement destiné aux adhérents, mais il n'a rien de confidentiel, donc il pourra être diffusé largement au-delà des frontières du SNBPE. Oui, oui. Mais c'est vrai que le point que tu soulèves, Manuel, ça me semble important parce que l'autre fois, on était aux assises de l'innovation de la FNTP et eux, de façon un peu rapide, les nouveautés de l'N206, c'était que l'approche performantielle, alors qu'il y avait aussi d'autres choses. C'est vrai, comme il y a beaucoup de changements, effectivement. Dans les CCTP, on a encore du CPJ qui traîne. Oui. Ouais. Ouais.
Encore, si c'est CPJ, c'est pas encore trop mal. Hein. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, sinon, je vous remercie donc d'avoir participé à ce webinaire. On a été très nombreux, on a été maximum 205 participants, donc je pense que voilà, c'est une réussite. On va certainement organiser une session de rattrapage après le 11 novembre, hein, pour ceux qui n'ont pas pu participer à celle-là. On va regarder là en interne quelle date on peut se fixer. Bon, cela étant, comme on vous l'a signalé, le webinaire est enregistré, donc vous aurez également accès au replay. Voilà, bah écoutez, merci de votre attention et puis pour beaucoup, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. On va avoir les présentations qui nous seront envoyées ou Oui, les présentations vous seront également envoyées, absolument. ouais,